Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Bonjour à tous. Il y a 30 ans, le 26 décembre 1991, le pays qui s'appelait l'URSS a disparu. La veille, le 25 décembre 1991, le président Горбачев a annoncé sa démission. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Donc, l'une des plus grandes puissances du XXe siècle et l'ennemi juré des États-Unis cessait d'exister. Que s'est-il passé et pourquoi? Comment un pays qui proposait au monde une alternative au capitalisme, qui représentait en lui-même à peu près 15% de toutes les terres émergées de la planète, qui occupait la seconde place de la production industrielle au monde, qui avait conquis l'espace et comptait quand même pas mal d'autres réussites dans son actif, s'est effondré si rapidement. Dans cette vidéo, à cause de cette 30e anniversaire de la disparition du pays, je vais vous parler de cette histoire. Dans cette vidéo, vous verrez également beaucoup d'archives que nous avons en plus traduites en français. Vous allez voir, ce sont des vidéos passionnantes. Quand l'URSS s'est-il formellement cessé d'exister? Du point de vue juridique, la réponse est assez simple, même si la question est l'une des plus fréquentes à ce sujet. C'est le 26 décembre que le Conseil des républiques du Soviet suprême de l'URSS a adopté la déclaration qui annonçait la fin de l'existence du pays. Souvent, et même très souvent, la date est le 25 décembre, ce qui est une erreur, c'est la date de démission de Gorbatchev et c'est une erreur fréquente. Mais en gros, tout ça, ce sont que des formalités. Parce que vers ce moment-là, le pays s'est disloqué depuis très longtemps et cette déclaration ne faisait que constater un fait accompli. Le pays n'existait plus. Pourquoi l'URSS s'est-il effondré? C'est une question à laquelle il existe plusieurs réponses et il faudrait être quand même très naïf pour avoir une seule raison. Comme toujours dans ce genre de cas, c'est très complexe et les raisons sont multiples. Néanmoins, la plupart des spécialistes définissent l'économie comme la raison principale de l'effondrement de l'Empire soviétique. Le problème, c'était que l'URSS ne produisait pas assez de nourriture et de biens de consommation pour sa population. Son économie planifiée était inefficace. Et en fait, c'est souvent la question de plusieurs des voyageurs qui ne comprennent pas ce que c'est de vivre dans une économie où c'est pas la population qui définit qu'est-ce qui va être produit, qu'est-ce qui va être vendu, mais ce sont les employés d'un ministère qui définissent tout le plan de la production pour les années à venir. Donc, du coup, c'était une économie tellement inefficace que l'URSS, depuis l'époque de Brejnev, a dû utiliser ses pétrodollars pour acheter d'alimentation et l'importer dans le pays. La chute du pétrole au moment de l'arrivée de Gorbatchev a aggravé la situation. L'URSS n'avait plus d'argent pour payer cette alimentation emporté. C'est quelque chose dont on peut facilement se rendre compte en regardant les images d'archives. L'URSS, c'était un pays des déficits criants de partout. Si vous voulez, c'était tellement impossible de s'acheter un tel ou tel bien de consommation que le système D était de mise pour tous les habitants du pays.
Le secteur agricole illustre très bien la nullité de la partie bolchevique dans la gestion de l'économie. Lénine, il a fait piller les campagnes et les koulaks. Les koulaks, c'était les paysans les plus riches et, si vous voulez, les plus efficaces, les fermiers de l'époque. Staline, il a continué à faire la même chose. Il a fait les kolkhozes, donc les fermes collectives, où les gens, c'était une sorte des serfs modernes, tout simplement. Et c'était également pas du tout efficace. Et ben, ces kolkhozes fonctionnaient si mal que les années de mauvaises récoltes, les gens mouraient littéralement de la famine. En 1946-1947, pour cette raison, la famine, elle a tué 1,5 million de soviétiques. 1,5 million. Résultat de toutes ces transformations du secteur agricole, en 1963, c'est déjà l'époque de Khrouchtchev, la Russie soviétique, pardon, l'URSS, produisait moins de céréales par habitant que à l'époque de la Russie impériale en 1913. Donc 1913, 50 ans plus tard, 1963, on produit moins de céréales dans le pays. Je pense que rien qu'avec cet exemple, on peut voir l'efficacité de la gestion de l'économie dans ce secteur. Un seul secteur de l'économie soviétique prospérait toujours, c'est l'armement. Évidemment, il était très bien financé, on se battait avec le monde entier, avec le capitalisme. Donc l'armement marchait parfaitement, les dépenses militaires étaient toujours énormes, voire excessives, mais il y a un petit problème. On ne peut pas faire un ragoût de tank ou un sandwich avec un kalachnikov. Et quand les frigos sont vides, le mécontentement grandit. La gérontocratie, c'est aussi l'un des problèmes que l'URSS avait. Vers les années 80, l'âge moyen des membres du Politburo était 70 ans. Et la population surnommait les dirigeants les anciens du Kremlin, en russe Kremlovskie starцы. La mort de Brejnev en 1982, il faut rappeler que Brejnev n'était pas capable de penser clairement quelques dernières années de sa vie. C'était que le début de cette période. En 1982, après sa mort, c'est le chef de KGB, Andropov, qui prend sa place, mais lui, il a tenu que 15 mois. Il est mort début de 1984. Et Andropov, les derniers 5 mois de sa vie, il était hospitalisé et sous dialyse. Son successeur, Konstantin Tchernenko, aussi le membre du Politburo, était également grièvement malade au moment déjà de son élection. Et si Andropov il a fait que 15 mois, Tchernenko a battu ce record. Tchernenko, il était dirigeant du pays pendant que 13 mois. Et il a passé la plupart de temps de sa fonction dans l'hôpital, et il y a des images d'archives. C'est le moment où Tchernenko est dans sa chambre d'hôpital qui est maquillée en bureau de vote. C'était le moment des votes, des élections à l'URSS. Tchernenko lui-même était l'un des candidats, et vous avez deviné que Tchernenko a remporté ces élections. Après tout, c'est l'URSS. Et ben, Tchernenko, il était capable à peine bouger. 2 jours après ce triomphe démocratique, il meurt dans cette même chambre où il a voté. À l'époque, les gens se racontaient une blague qui est un peu difficile à traduire en français, mais j'essaie quand même de le faire. Igor Kirillov, le présentateur officiel soviétique de la propagande, il s'adresse aux téléspectateurs. « Chers camarades, vous allez rire. Tchernenko est mort aussi. » Bon, aujourd'hui, c'est difficile à imaginer, mais vous avez 3 secrétaires généraux enterrés en moins de 3 ans. Après tous ces morts, Gorbatchev, qui n'avait que 54, il faisait vraiment figure de jeune homme. Quel est le rôle de Gorbatchev dans la disparition de l'URSS ? En Russie, Gorbatchev est généralement considéré comme le responsable de la disparition du pays. S'il est très populaire à l'étranger, c'est bien l'inverse en Russie. Chez nous, il lui est reproché
la disparition de l'URSS. Et à mon avis, c'est assez injuste. Parce qu'en arrivant au pouvoir, il a quand même hérité un pays déjà hyper affaibli. Donc regardons qu'est-ce qu'on a en 1985, quand Gorbatchev arrive au pouvoir. Donc le pays utilise ses pétrodollars pour acheter des céréales parce qu'il n'est pas capable d'en produire suffisamment. Il est sous sanctions économiques à cause de la guerre en Afghanistan. Mais à la fois, il a plein d'obligations financières auprès de ses alliés socialistes et ses satellites comme Cuba, Corée du Nord, Libye. Et tout ça, en parallèle, le pays engloutissait des budgets énormes dans la course aux armements avec les États-Unis. Donc, même si la propagande continuait à promettre l'arrivée proche du communisme, cela ne permettait pas, bien sûr, de remplir les frigos aux gens soviétiques. La perestroïka. Gorbatchev a fait de son mieux pour sauver le pays. En arrivant au pouvoir en 1985, il lance ce qu'on a appelé plus tard au monde entier sous le nom de perestroïka, ça veut dire la reconstruction russe. C'était un ensemble des mesures économiques, sociales, politiques qui devaient démocratiser la société soviétique. Et la grande question, est-ce que Gorbatchev l'a fait par sa conviction ou il n'avait pas de choix? On ne sait pas trop en fait, même aujourd'hui dans ses mémoires, il ne le reconnaît pas tellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Perestroïka a très bien fonctionné dans le domaine culturel. Parce que les gens ont eu enfin accès à la littérature, au cinéma, à tout ce qui avait été interdit par la censure jusqu'à ce moment. La glasnost aussi, le fameux mot russe à l'étranger, qui a permis finalement une discussion ouverte et publique dans la politique. Gorbatchev a également renouvelé les élites dirigeantes. On a vu apparaître les nouveaux noms. L'âge moyen de Politburo a baissé à 60 ans. Je vous rappelle, c'était 70 ans à l'époque de Brejnev. Parmi ces jeunes politiciens, on retrouve les noms de Yeltsin, Kravchuk, Shevardnadze, tous ceux qui, quelques années plus tard, proclamaient l'indépendance de leur pays. Mais malheureusement, le programme économique de Perestroïka n'a pas marché. Et la crise économique a continué à s'aggraver. On ne sait pas trop pourquoi, mais en gros, les spécialistes disent que Gorbatchev et son équipe n'avaient pas suffisamment de compétences pour assurer cette transformation économique. Les tickets de rationnement existaient toujours à l'URSS, mais vers les années 80 du XXe siècle, c'est devenu transversal. Pour acheter quelque chose, il fallait non seulement avoir de l'argent, mais également avoir un ticket qui vous autorisait à en avoir une certaine quantité. Et c'était la seule façon que le gouvernement a pu inventer pour distribuer d'une façon équilibrée les produits en déficit. Le seul problème, c'est que en l'URSS, presque tous les biens de consommation étaient déjà déficitaires. Les tickets de rationnement existaient pour acheter de la viande, du sucre, du sel, des allumettes, du papier, bref, pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer dans votre vie quotidienne. Et il est difficile aujourd'hui de se rappeler de cauchemars que c'était. Les gens passaient leur vie en faisant les queues. Les queues, ça pouvait durer 1 jour, 2 jours, voire 3 jours. Même acheter les produits de base, c'est devenu une certaine forme de chasse. L'homme soviétique est redevenu une espèce de chasseur-cueilleur. Moi, je me rappelle très bien des queues que je devais faire quand j'avais 6-7 ans et que mes parents faisaient toute la journée. Et c'était même parfois dangereux. Littéralement, il y avait les bagarres qui éclataient dans les files d'attente jusqu'à les cas où les gens se retrouvaient tués dans les queues.
Un nouveau métier même qui est apparu à cette époque-là, le mot russe c'est stoyalchik, on peut le traduire comme un attendeur. C'est la personne qui fait la queue pour vous, ou pour son employeur. Et cela permettait aux stoyalchiks de très bien gagner leur vie en faisant les queues. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une meilleure illustration de la puissance économique de l'URSS. L'effondrement économique du pays et les tensions sociales ont fini par précipiter l'URSS dans l'abîme. Je vous donne une chronologie de certains événements clés de ces dernières années. En 1988, on a un grand conflit qui s'éclate entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan soviétique dans la région de Karabakh. C'est une région contestée depuis très très longtemps. La même année, c'est l'Estonie qui déclare sa souveraineté, c'est-à-dire la supériorité de ses lois sur les lois soviétiques. En 1989, c'est Lettonie, la Lituanie et l'Azerbaïdjan qui suivent son exemple. Et ensuite, l'année 90, c'est pratiquement toutes les républiques, Kazakhstan, Biélorussie, la Russie soviétique, la Moldavie, l'Ukraine et les autres qui déclarent également leur souveraineté. Vous allez me peut-être poser la question, pourquoi Moscou? Mais là, la nuance est importante. Il y avait la Moscou russe et la Moscou soviétique. Et si vous voulez, la Russie soviétique ne se considérait pas du tout comme l'héritière de l'URSS. Au contraire, la Russie se considérait comme l'une des victimes de l'URSS. Et Yeltsin, il était en opposition à Gorbatchev. Boris Yeltsin, un président très populaire de la Russie soviétique, annonce au 28e congrès de la Partie communiste de l'Union soviétique qu'il quitte le parti. C'est quelque chose de jamais vu pour un bureaucrate de carrière que Yeltsin était. Mais c'était un animal politique, il avait le nez et il a su anticiper les événements qui allaient suivre. В связи с избранием меня председателем Верховного Совета РСФСР, с учетом перехода общества на многопартийность, я не смогу выполнять только решения КПСС. Поэтому я в соответствии со своими обязательствами, данными в предвыборный период, заявляю о своем выходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность эффективно влиять на деятельность Советов, готов сотрудничать со всеми партиями и общественно-политическими организациями республики. À cette époque, à Moscou, il y a deux sièges de pouvoir. Le pouvoir de l'URSS au Kremlin et le pouvoir de la Russie soviétique dans la Maison Blanche que nous allons voir tout à l'heure. Une nouvelle tentative de sauver l'URSS, c'était le référendum de 1991 et le nouvel accord d'association. En fait, Gorbatchev essayait toujours de sauver le pays qui, comme on le voit, n'existait presque plus. En mars 1991, Gorbatchev organise le seul référendum dans l'histoire soviétique avec une seule question posée. Souhaitez-vous que l'URSS continue d'exister? Et presque 80% des votants répondent oui. On veut garder l'URSS. Ainsi, Gorbatchev annonce qu'il y a un nouvel accord d'association qui est à mettre en place et à signer entre les républiques soviétiques. La date de signature est prévue pour le 20 août 1991. Malheureusement, nous ne savons pas si cet accord aurait pu fonctionner parce qu'il n'avait été jamais signé. Et évidemment, il y avait l'affaiblissement du pouvoir central de l'URSS d'un côté, il y avait la volonté des nouvelles élites de l'autre côté. Mais ce qui était arrivé en août 1991, cela a vraiment achevé d'enterrer l'URSS. C'est le putsch 1991. Entre le 19 et le 21 août 1991, une partie des anciens dirigeants de l'URSS déclare l'état d'urgence dans le pays.
Gorbatchev était en ce moment en vacances en Crimée, c'est la ville de Foros. Là-bas, il est isolé, privé de tous les moyens de communication avec l'extérieur et encerclé par les militaires. Et les putschistes déclarent au pays que Gorbatchev est malade et qu'ils sont forcés de prendre le pouvoir. Ils créent un comité d'État pour un état d'urgence et c'est dirigé par le vice-président de l'URSS Yanayev et le chef de KGB Khrouchtchev. Ils déclarent la suprématie du pouvoir central soviétique et ils refusent le nouvel accord d'association. Je vous rappelle qu'il devait être signé le 20 août. Donc vraiment, ils annoncent l'état d'urgence la veille de la signature de ce nouvel accord qui pouvait probablement sauver l'Union soviétique. Tout ceci est diffusé dans une conférence de presse interminable que tout le pays regardait. Как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом Сергеевичем Горбачевым обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента. Donc en parallèle, les putschistes font rentrer dans Moscou l'armée et ça devait marcher, mais le plan a échoué parce que Boris Yeltsin, le président de la Russie soviétique, refuse de se soumettre et déclare ce comité de l'état d'urgence hors la loi. Les moscovites descendent dans les rues pour soutenir Yeltsin. Et la confiance, si vous voulez, pour le parti communiste était tellement faible qu'on a eu pratiquement personne qui est sorti dans les rues de Moscou pour soutenir les putschistes. Donc ça montre un peu les moments de l'époque. Et même les militaires ont commencé finalement à hésiter et basculer du côté de la Russie. La Maison Blanche, le siège du pouvoir de la Russie soviétique, devient le cœur de la résistance au comité de l'état d'urgence. Le président Yeltsin lit une déclaration debout sur un tank et plus de 160 000 personnes, des moscovites, qui sortent dans les rues, qui se rassemblent ici pour défendre la Maison Blanche contre les putschistes. Радио не дают. Да. Я зачитываю. Гражданам России. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Безусловно, необходимо обеспечить возможность президенту страны Горбачеву выступить перед народом. Сегодня он блокирован в Форосе. Связь с ним в Форосе. Связь с ним мне не дают. Moi, à l'époque, j'avais 9 ans, je vivais dans un immeuble juste en face et je me souviens de mon père allant chaque nuit, pendant ces 3 jours, apporter des saucisses et des pelmenis à des manifestants. Tel était le support des moscovites contre le comité de l'état d'urgence. Le comité de l'état d'urgence avait prévu d'écraser la démonstration par la force, mais ils ont perdu le temps et surtout la maîtrise de la situation. L'initiative était désormais chez Yeltsin. C'était devenu évident que la force pouvait causer trop de victimes, un nombre énorme. Le 22 août, tous les membres du comité sont arrêtés et Gorbatchev retourne à Moscou de son isolation. Donc finalement, cette tentative des putschistes de sauver l'URSS a eu un rôle exactement inverse. La volonté des républiques soviétiques de devenir indépendants ne fait que se renforcer.
et le nouvel accord d'association ne sera jamais signé. Le 8 décembre 1991, les dirigeants de Russie soviétique, Biélorussie et Ukraine se rencontrent au milieu d'une forêt de Biélorussie. Et c'est là où l'histoire s'écrit, dans un pavillon de chasse. Ils signent l'accord de Belovège, ces trois dirigeants, et les républiques qui ont donné naissance à l'URSS en 1922 mettent fin à son existence parce qu'il déclare la disparition de l'URSS et la fondation d'une nouvelle union à sa place qui va s'appeler la Communauté des États indépendants. Aujourd'hui, c'est le SNG. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui, en fait, à la place de l'URSS. Gorbatchev, le président du pays, n'apprend l'existence de ce nouvel accord qu'après sa signature. Il met le temps à réagir et quelques jours plus tard, quand on voit ses commentaires décousus, on voit bien que c'est un homme dont le monde vient de s'effondrer. Потом позвонил мне Шушкевич и сказал, что вот здесь мы вышли на соглашение, хочу вам зачитать. Какое же соглашение? Да вот, а почему вы звоните? Подождите, вы уже все решили? Это за 2 дня было, да? Нет, это прямо, там, да, в воскресенье звонок. Ну, очень у нас такой довольно разговор острый был. Да. Он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. Я говорю, это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Стыдобище просто. Так что это нечисто вообще. Donc du coup, Gorbatchev est devenu le chef d'un pays qui n'existait pas. Et le 25 décembre 1991, il annonce sa démission. Il faut avouer que c'est quelque chose de très rare pour la Russie, un dirigeant qui quitte le pouvoir volontairement. Ni avant ni après, on n'avait pas beaucoup d'exemples de ce type de comportement. Gorbatchev aurait pu essayer de rester au pouvoir par la force, mais il faut lui rendre cette justice, il n'a pas voulu de le faire. Enfin, que pensent les Russes aujourd'hui de l'effondrement de l'URSS? C'est aussi étonnant que ça puisse paraître, après avoir parlé de tous les problèmes que j'ai exposés, les images d'archives que je vous ai montrées, mais plusieurs de mes concitoyens considèrent que l'URSS était une espèce de bon vieux temps où la vie était meilleure qu'aujourd'hui. Dans leur esprit, avec la disparition du pays, ils ont perdu une certitude de l'avenir assuré, ils ont perdu une certaine stabilité, et c'est ça qu'ils continuent à chercher. Il existe de nombreux mythes sur la vie soviétique, et on voit apparaître des nouveaux mythes. Plus que ça, aujourd'hui, on peut rencontrer de plus en plus des jeunes qui n'ont pas connu l'époque soviétique, mais qui sont persuadés que l'Union soviétique, c'était une sorte du paradis perdu. Enfin, ce n'est peut-être pas si étonnant que ça quand on regarde ce que disent nos dirigeants de la Russie aujourd'hui. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Ce qui est assez drôle, c'est que 20% des Russes, d'après une étude toute récente, décembre 2021, ne savent pas ce que les lettres URSS vont dire. Donc ils rêvent de ce pays, le pays leur manque, mais ils ne savent même pas le nom complet de ce pays. Il y a quelque chose de biblique dans cela, puisque nous rêvons d'un paradis perdu qui n'existait jamais. Bon, entendre dire que l'URSS était grand et puissant, tout en sachant qu'il s'est complètement effondré en 2 ans, c'est quand même assez grotesque. C'était un pays totalitaire, déséquilibré et qui fonctionnait tellement mal que vers les années 80, il s'est devenu complètement irréparable. Et ben voici les 30 ans de la chute de l'URSS. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine vidéo.